Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com et on est aussi tous les deux très heureux du succès de la TPSJ Academy. Oui, un succès inattendu. J'ose pas dire inespéré parce que quand même on a espéré que ça marche, mais oui, on espérait, mais pas aussi vite. Voilà, inattendu, on s'attendait pas à ce que ça marche aussi vite, donc on est ravis. Mais qu'est-ce que la TPSJ, Raphaël ? La TPSJ Academy, c'est l'académie qu'on a créée avec TPSJ, dont on rêvait depuis tant d'années, de pouvoir former les chrétiens qui sont typiquement des chrétiens très engagés dans plein de choses dans leur vie, qui sont mariés, qui ont peut-être des enfants, qui sont engagés dans l'Église et qui rêveraient pouvoir dégager du temps pour leur formation théologique, mais qui n'ont pas le temps de suivre des cours de fac ou d'institut et qui n'aspirent pas à se former pour devenir pasteur, mais qui veulent quand même se former pour mieux servir leur Église et qui rêvent d'avoir une plateforme où il y a tous les cours possibles qui vont les aider à progresser dans les domaines dans lesquels ils ont besoin de progresser. Et c'est ça la TPSJ Academy. Et on a déjà dépassé les 1000 inscriptions, 1000 étudiants sur l'académie. Donc c'est un truc de fou. Merci Seigneur pour ça. Et bientôt, là, on a lancé donc c'est la V1 qu'on a lancée. Et cette V1 de l'académie, elle est ouverte aux élèves qu'on appelle les élèves fondateurs. C'est-à-dire que ceux qui s'inscrivent maintenant avec nous, sachant que ils sont rentrés dans une maison où le premier étage est construit, mais on est en train de construire le deuxième étage. On est en train de développer l'académie en même temps qu'on fait rentrer des gens dedans. Et toutes les personnes qui s'inscrivent en étant élèves fondateurs bénéficient d'un tarif. Et on la garantit, quand il y aura des augmentations de tarifs, de toujours bénéficier du tarif le moins cher en vigueur sur l'académie. Et cette période-là va bientôt se finir, Matt. N'est-ce pas ? Eh oui, on rentre dans une nouvelle ère. Et donc, avant de rentrer dans cette nouvelle ère, inscrivez-vous. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout ça. de suite. Parce que la nouvelle ère commencera à la fin, non, au moment du Black Friday. Je pense que ça va être autour du 1er décembre ou un truc comme ça. C'est ça, on a cette phase-là jusqu'au 1er décembre, jusqu'au jour du Black Friday inclus. Et après ça, ça sera trop tard, ça sera une nouvelle tarification. Donc si vous envisagez, vous êtes posé la question, franchement, ça vaut le coup, ça revient. C'est un abonnement à l'année, mais qui revient, si vous le payez mensuellement, à 6 € et quelques. C'est moins cher que Netflix, que Disney+, etc. Sauf que vous investissez dans votre formation théologique et l'Église a besoin de membres qui soient bien formés pour pouvoir bien servir, vraiment enracinés, ancrés dans l'Évangile. Et c'est notre désir avec l'Académie. Étant nous-mêmes responsables d'église, on a vraiment à cœur que nos membres se forment dans des endroits qui sont sécures avec une bonne théologie. Et donc voilà. Et d'ailleurs, on sera bientôt, nous en décembre aussi à Toulouse pour enregistrer une nouvelle salve de cours dans un studio avec des conditions pro. Enfin, ça va être génial. On se réjouit de tout ça. Et l'autre actu, peut-être avant de rentrer dans notre sujet, c'est qu'on revient du camp TPSJ. Ouais, c'est ça. La semaine dernière, on était à Teen Ranch pour notre semaine annuelle de formation. Un cours, une semaine qu'on veut passer en famille. Donc les familles sont bienvenues, les enfants sont pris en charge et chaque jour, on a 3 cours différents avec 3 profs différents. Alors chaque fois, Raph et moi, on y est et puis on invite quelqu'un. Cette semaine, la semaine dernière, on était avec Thomas Koenig, qui nous a régalé sur l'histoire du peuple d'Israël, enfin l'histoire du peuple de Dieu,
Il y a une espèce de survol comme ça du thème du royaume dans la Bible. C'était trop bien. Toi, Ouais. Raph, tu as parlé de l'église universelle et moi de l'église locale. On a eu la joie d'avoir avec nous 40 élèves et c'est vraiment toujours des Plus moments, les enfants qui étaient en colo. plus les enfants, etc. Ouais. Ouais. Mais c'était vraiment une bénédiction là d'être ensemble, de passer ce temps ensemble et ressourçant pour chacun, quoi. Mm. Et Et on a déjà la date de l'année prochaine. oui, On vous donnera le thème très rapidement. Mais la date, on peut vous la donner dès maintenant. Et Raph, la date, c'est... la première semaine des vacances de la Toussaint de 2026. Donc voilà, donc en octobre. Et 2026, octobre, je crois que ça commence le 17 C'est du 17 au 24. Voilà. jusqu'au 24. Voilà. 17 au 24 Alors, octobre. pardon, non, du 18, ce sera du 18, ça commence le Ah dimanche. oui, Du 18 ça au commence le 24. dimanche. Voilà, 18 au 24 à Teen Ranch. On se réjouit de ça. On passe un grand bonjour à ceux qui nous écoutent et qui étaient présents au camp. On sait qu'on a des auditeurs réguliers qui étaient avec nous au camp TPSG. C'était génial d'avoir vécu cette semaine. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien cette semaine. Et moi, je suis content, je l'ai bien vécu. L'année d'avant, je rédigeais mon mémoire en même temps que je donnais les cours. Donc, dès que je sortais de cours, j'allais écrire pour faire avancer mon mémoire. C'était une année, j'étais pas du tout. L'angoisse. Enfin, ouais, c'était l'année de l'angoisse. Franchement, c'était une souffrance de ne pas vivre le camp comme je le voulais. Et en même temps, j'avais ce spectre-là de pas arriver à respecter la deadline du mémoire. Euh, Merci Seigneur, j'ai pu le faire. Mais là, c'était vraiment cool d'être 100% là dans le camp avec les uns et les autres. C'était vraiment génial, hein. Vraiment top. Donc, voilà. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Oui. Sujet qui n'est pas joyeux à aborder, mais on s'est dit que c'était intéressant, que ça pouvait avoir du sens de parler de la mort de Charlie Kirk avec quelques semaines maintenant de recul par rapport à ce qu'il s'est passé. Et d'essayer d'avoir un regard un peu memento mori dessus et de réfléchir sur l'engagement du chrétien aussi dans le monde. Qu'est-ce qu'on pouvait retirer de l'exemple de Charlie Kirk, un peu les pièges qui peuvent y avoir aussi pour nous et les débats que ça suscite, la relation entre le politique et la foi, et faire le lien avec ce qui nous tient à cœur. Pour nous, c'est la question de la résistance culturelle. Mais peut-être la première question qu'on voulait se poser, c'était comment est-ce qu'on a vécu, réagi, qu'est-ce que ça nous a fait quand on a entendu ça? Parce que toi comme moi, le connaissions avant ces événements-là, n'est-ce pas? Comment toi, en plus on a appris le truc, on était ensemble. Donc on sait comment on a on sait comment on a vécu le truc. Mais est-ce que tu veux dire toi, enfin voilà, tes premières réactions avec cet événement-là, quoi? Qu'est-ce que ça t'a fait personnellement? De la stupeur. Stupeur ou stupéfaction? Stupéfaction. Peut-être les deux sont vrais. Ouais. En tout cas, j'étais stupéfait. Enfin, euh, ça m'a attristé d'une part parce que je savais qu'il avait de jeunes enfants, donc je pensais à sa famille aussi. Voilà, c'est un homme qui meurt un militant, c'est un assassinat public. Enfin, c'est une mort violente, c'est une mort qui est médiatisée. Donc il y a vraiment une dimension sordide à sa mort. Et puis stupéfaction parce que c'était, enfin si vous l'avez déjà regardé, c'était quelqu'un de respectueux qui menait des débats avec à la fois brio mais beaucoup de respect. Et je pense que voilà, c'était aussi ce qui expliquait son succès, hein. On se pressait pour le voir. Et donc il y avait un contraste qui était saisissant entre
la manière dont il se comportait. Alors, c'était quelqu'un qui avait de l'assurance, qui avait beaucoup d'aplomb, beaucoup de répartie, etc. Mais entre le setting, tu vois, et puis cet assassinat, cet assassinat, c'était, ça m'a un peu stupéfait. En plus, il était vraiment sur la, voilà, en train de monter, tu vois. Et donc, il y a vraiment ce truc de stopper net. Je pense qu'il y a eu un... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été aussi stupéfaits, voire choqués, au vu des réactions qu'il y a eu après. Ça avait été une onde de choc international, quoi. Ouais. Et toi ? Pareil, j'ai été... pareil, j'y croyais pas, en fait. Il y a un côté vraiment sidération sur le moment, sachant que moi, je le suivais beaucoup. Vraiment, je pense avoir vu une grande partie de ce qui était public à travers YouTube notamment, de ce qu'il produisait, parce que m'intéressant beaucoup à la question du genre, voulant écrire dessus et voyant tous les débats, c'était notamment ça, moi, qui m'intéressait. Et toutes ces positions au niveau de l'éthique, notamment sur la question de l'avortement, la question de l'euthanasie, etc., qui m'intéressait énormément. Et franchement, c'était... Enfin, moi, j'admirais en fait, le cerveau du gars. Non seulement son cerveau, brillant. sa capacité à débattre, un mec ultra brillant, avec une clarté et un cerveau. Enfin, c'est ce que je disais, j'ai rarement vu quelqu'un avec un cerveau calibré à ce point pour le combat intellectuel. C'était une vitesse de réflexion et une clarté dans les propos. Enfin, il mettait des PLS. Enfin, il coinçait les gars dans l'angle et c'était une gauche-droite intellectuelle et il mettait des chaos. C'était avec toujours cette voilà, en voulant. Alors, des fois, il était piquant, un peu sarcastique et tout ça, mais quand même en étant vraiment respectueux et en voulant laisser les gens s'exprimer et avec cette volonté de dire il faut aller voir les gens. Enfin, moi, je trouvais la démarche, non seulement au niveau intellectuel, je le trouvais très brillant, mais aussi la démarche vraiment courageuse de dire je vais aller discuter avec des gens avec qui je suis pas d'accord. Et au lieu souvent dans les camps politiques, tu ne parles qu'avec des gens avec qui tu es d'accord et tu te moques des autres par médias interposés. Là, le gars allait face à des gens qui étaient contre lui pour débattre et souvent on l'interrogeait pourquoi il faisait ça et il disait en fait il faut qu'on parle avec les gens avec qui on n'est pas d'accord parce que quand on arrête de dialoguer avec ceux avec qui on n'est pas d'accord en fait on tombe dans la violence et hélas ça n'a pas empêché que lui-même soit victime de ça. Donc ça m'a vraiment moi énormément peiné parce que j'étais attaché au gars, notamment avec sa façon de réfléchir, d'argumenter, etc. Donc ça m'a vraiment peiné, quoi. Voilà ce que je peux en dire. Et puis mis en colère aussi. En colère, et ça on va en parler après, par rapport aux réactions publiques qu'il y a pu avoir. Même des deux camps, tu vois, ceux qui étaient pro et anti, je trouvais qu'en même temps il y avait de la récupération, de l'autre côté il y avait une haine gratuite avec des gens qui découvraient le personnage et grâce à deux trois extraits hors contexte le faisaient passer pour justement un nazi. Voilà, j'ai eu aussi beaucoup de colère et c'est pour ça que j'ai hésité je disais faire un article et puis tout le monde en parlait, c'était tellement frais que moi-même j'avais du mal à prendre du recul. Et je pense que c'était bien qu'on prenne du recul avant d'en parler aussi. Il y a des trucs, tu peux réagir à chaud, genre quand c'était quand on avait fait un épisode, c'était sur qui? C'était sur Edouane Faïd, là, son évasion. Là, ouais, voilà, là, on avait fait un truc comme ça, un peu bonus. Voilà, et bon, il y a des sujets comme ça qui sont. Il y a moins d'enjeux. Ouais, moins d'enjeux. Là, il y a tellement d'enjeux. Et dire, voilà, on peut pas. On a une responsabilité aussi quand on se met à parler publiquement. On fait pas ça juste pour se faire du bien. Mais voilà, donc c'était bien de prendre un peu de recul.
Et justement, peut-être on peut aller dans ce sens-là par rapport à sa mort, qui s'est vraiment transformée en spectacle sur les réseaux. Elle a été abondamment commentée, ça a été mondialement commenté, moqué aussi. Il y a eu plein de réactions différentes. La question, c'est qu'est-ce que ça dit de notre époque quand il y a un homme qui se fait assassiner. Je crois que sa fille aînée était présente lors de l'assassinat. Il est mort publiquement devant des centaines de personnes. Un événement traumatique. Et derrière, sur les réseaux sociaux, ça a été la grande foire aux réactions et notamment aux moqueries de lui, de sa famille, etc. Même en France, des gens qui, je suis convaincu, ne connaissaient rien de lui, mais le savaient juste du camp politique adverse et anti-avortement, anti-LGBT, etc. Et donc, le gars s'est fait, on dansait sur son cadavre encore chaud, quoi. Qu'est-ce que ça dit un peu de notre époque? C'est la question à laquelle on peut réfléchir ensemble, si tu veux bien. Ouais, je pense que t'as bien comment tu as formulé la question de transformer en spectacle ce réseau. Je pense que quand on avait une image, quand on a l'assassinat de Kennedy à la télé, c'est une image médiatique. En fait, on a des images médiatiques jusqu'à la télévision. 11 septembre, images médiatiques, Ouais. qui sont quelque part des spectacles. L'image médiatique créée est un spectacle. Mais c'est en même temps une image médiatique. Là, il y a une espèce il y a un lissage sur les réseaux sociaux qui fait que le médium transforme tout en spectacle équivalent. Ouais. Et en fait, on n'a plus un fait médiatique, on a une image virale et qui la met au même rang que d'autres images virales. Et donc, il y a déjà un procédé, tu vois, lié à l'image qui fait que on ne le réceptionne pas de la même manière. Et qui crée une culture aussi où l'image d'un assassinat, tu vas le voir à côté de, je sais pas moi, une vidéo de Squeezie, tu vois. Et donc ça te met, la mise en perspective, elle est quand même très violente. Et on a un rapport du coup aux images qui est complètement différente. Et je pense que on doit questionner notre rapport aux images autant que la culture politique. Je pense qu'à ça s'ajoute aussi, on n'a plus de culture politique et même la question du débat. Et on l'a vu aussi où en fait c'est dès la télé hein, que le débat a glissé. En fait, on a raccourci les temps de parole, etc. justement pour avoir plus un spectacle que véritablement un débat. Et donc, peu à peu, en fait, on a eu des personnalités, tu vois. Et là, on est à cheval entre deux trucs parce que lui-même mettait en ligne son contenu sur YouTube, etc. Et donc, c'était quelqu'un qui était engagé politiquement, qui était figure de proue là, de Tipeee USA. C'est quelqu'un en même temps qui était beaucoup sur les réseaux, qui s'est fait connaître comme ça. Et donc, on a aussi une confusion qui a alimenté ça. Tu vois, le fait de le prendre pour un peu plus un gars des réseaux sociaux qu'un politique, etc. Mais ça dit quand même quelque chose. Ça dit que on peut réduire... Et moi, j'ai été de la même manière choqué par des gens qui ont fêté la mort de Jean-Marie Le Pen. Qui ont fait un apéro le soir de la mort de Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas si tu as vu ces images. Oui, tout à fait. Avec des chants, etc. On peut penser ce qu'on veut. On peut le trouver détestable d'ailleurs. On peut en penser ce qu'on veut. Mais de là, tu vois, à se réjouir de la mort de quelqu'un,
En fait, on est dans un rapport qui est un rapport au réel, un rapport au médiatique, un rapport au politique. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Les trois sont compressés. Il y a un détachement, en fait. Et ce détachement-là, pour moi, il est aussi le produit des réseaux sociaux, tu vois. Mais Ouais. on a quelque chose, c'est quand même sidérant de pouvoir se réjouir de la mort de quelqu'un, tu vois. Alors, euh, qu'on se réjouisse de la mort de la mort d'un dictateur, tu vois, qui a, qui a traîné, qui a le pays dans la misère, qui a Oui, tué. qui est responsable de la mort directe, qui est Exactement. directement responsable de la mort de plein de gens. Ça, c'est une Mm. chose, tu vois. On devrait en parler également. Mais ça, c'est une chose. Mm. Mais se moquer d'un gars qui fait des débats, enfin, se réjouir de la mort d'un gars qui fait des débats, enfin, là, pour moi, c'est sidérant, quoi. Et donc, il y a un Ouais, ouais, détachement qui est incroyable. ouais. Euh, et puis, une espèce de on réduit un homme à ses idées. Et si on déteste ses idées, on peut le détester. Et Ça. si on souhaite que ces idées ne soient plus publiques, alors on peut en arriver à sa disparition et à son assassinat. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et ça, Mm. c'est glaçant. Ouais, ouais. Et je trouve le mot glaçant et le mot, quoi. Mm. Ça dit vraiment quelque chose de glaçant sur notre époque. Moi, ça fait froid dans le dos, en fait. Tu dis, mais dans quel monde on a basculé? Dans un monde où un événement factuellement dramatique n'est plus regardé pour ce qu'il est, mais analysé selon ton point de vue identitaire, la façon dont tu te rapportes à cet événement-là. Et en fait, les réseaux sociaux, tu vois, je me dis, s'il y avait eu quand il y a eu le 11 septembre, tu parles d'événements comme ça ou d'autres événements, le rapport à l'événement, est-ce que, tu vois, est-ce qu'il aurait été le même s'il y avait eu les réseaux sociaux, dans le sens où aujourd'hui, il y a eu une éducation, un biais qu'ont créé les réseaux sociaux, où on a appris à avoir des réactions débridées, où en fait, tu te permets sur les réseaux sociaux de faire des choses qui sont d'une noirceur et d'une violence symbolique immense. Quand tu te réjouis de la mort de quelqu'un comme ça, juste parce que tu n'étais pas d'accord avec lui. Je me dis que c'est quelque chose vraiment qui fait froid dans le dos et qui révèle quelque chose de la noirceur vraiment du cœur humain, où en fait on a appris à faire ça avec les réseaux sociaux. Et surtout, tu pouvais te réjouir, tu vois, qu'il y ait des gens qui se réjouissent de la mort d'un adversaire politique. Bon, tu peux pas l'empêcher, mais se réjouir publiquement, tu franchis un pas. Où en fait, tu vas amener dans la sphère publique ton avis ou ton indignation, parce que en fait, chaque camp en fait, recycle le drame et se l'approprie selon son idéologie, pour en même temps marquer des points un peu symboliques. Tu vas, en fait, tu t'indignes publiquement pour te signaler, te positionner à travers les réseaux sociaux, et en même temps donner des gages à ton camp. Tu renouvelles ton allégeance à ton camp, et en même temps tu fais une déclaration de guerre, et tu te moques des autres, comme dans un match de foot en fait. Tu vois, tu vas chanter avec, te réjouir avec ceux qui sont dans ton club, et ceux qui sont en face de toi, tu vas les moquer quand ils se sont pris un but. En fait, tu en es réduit, et c'est ça le côté spectacle, cette trivialité-là, Mm. où en fait, voilà, tu cherches plus à comprendre ce que c'est, à prendre la pleine mesure de ce qui se passe, mais tu vas juste en fait être dans ta posture, et te réjouir ou t'indigner selon selon dans quel sens ça va. Et je pense qu'il y a plein de gens, tu vois, même dans le camp conservateur de droite, etc., qui ont qui se sont indignés à fond, etc., qui faisaient des grandes tirades morales, etc. Mais parce qu'en fait, ça va dans leur sens. Ça aurait été un influenceur de gauche, jamais il se serait dit, mais attendez,
c'est pas normal que il se passe ça et que quelqu'un soit assassiné. En fait, chaque camp compte ses morts, ses victimes et va instrumentaliser ça pour son bien, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de j'ai pas le mot là, je l'ai oublié, mais une manipulation des événements, un cynisme, voilà, derrière tout ça qui est assez terrible, quoi. Tout à fait. Ouais. Et je sais pas, on a regardé une vidéo là, je trouvais ça excellent du youtubeur La Cartouche. On met en lien sa vidéo. En fait, il parle, et c'est très intéressant parce que je trouvais son analyse très bonne sur l'indignation des réseaux sociaux et le lien qu'il faisait avec le moi moderne, où en fait on est tellement vide, notre société est tellement une civilisation du vide qu'un drame comme ça va permettre aux gens d'exister publiquement, où en fait en manifestant ton indignation, tu vas plutôt trahir en fait la réalité d'un vide intérieur qui te pousse, en fait, tu es tellement vide, tu t'es tellement creux, que en fait, en t'indignant sur les réseaux sociaux, etc., en fait, ça te donne une validation sociale et ça te permet de te donner une valeur, de prouver que ton avis compte, que tu crées une réaction vis-à-vis des autres. Et en fait, tu cherches à travers cette indignation, euh, en fait, une espèce d'identité, te donner une consistance parce qu'en fait, tu es totalement vide. T'es totalement vide. Et en fait, tu n'as pas besoin en fait, de réagir sur les réseaux sociaux, mais tu te sens presque obligé de le faire. Et ça, c'est terrible, quoi. Et je trouvais l'analyse vraiment pertinente, quoi. Et il y a une pression sociale. Là, nous, on l'a aussi eu à plusieurs reprises pour l'un ou l'autre événement où on a reçu des messages, ah, vous allez rien dire là-dessus. Alors on l'a beaucoup moins parce qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux et donc il n'y a pas ce truc de, ah, on doit s'exprimer sur tout. Mais je sais que moi j'ai déjà reçu des messages sur, ah, est-ce que vous allez dire quelque chose là-dessus, est-ce que vous allez faire un épisode là-dessus, est-ce que vous allez faire un article, etc. Parce qu'il faut dire quelque chose, tu vois. Il faut se positionner, il faut donner son avis, il faut donner son opinion. Je pense que c'est... Nous, on a le rôle qu'on a, il est aussi de réfléchir ensemble, toi et moi, et puis aussi avec les gens, à comment on réagit à ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on commente un fait d'actualité. On doit réagir à justement comment bien réagir. Dire plus que notre opinion. On peut parler des opinions, certaines sont plus ou moins valables ou plus ou moins intéressantes. Mais en tout cas, en tant que chrétien, la première chose, la première question qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qu'il est juste de penser, qu'est-ce qu'il est juste de dire et comment. Et c'est là où en fait on peut avoir, nous, ça fait partie de notre apologétique. Il faut réfléchir à comment réagir à ça justement. Est-ce qu'on le fait, quand on le fait, etc. Parce que on ne peut pas juste participer à la vindicte populaire ou participer à un élan ou à un émotivisme sur l'un ou l'autre fait et espérer avoir une voix distincte au milieu du brouhaha, quoi. Et c'est là où je trouve que justement la voix chrétienne peut être porteuse de sens face à des événements qui en ont pas, tu vois, ou alors justement ou à des gens qui sont portés par une espèce de doxa qui vont répéter un petit peu comme des moutons, ou alors il y aura rien d'autre qui viendra un petit peu fendre la brume pour apporter un rayon de soleil. J'étais en Hudson il y a 2 jours et j'ai traversé la brume, c'était très beau. Donc voilà. Mais notre voix peut-être ce qui va justement éclaircir la brume. Donc on veut l'utiliser à bon escient, quoi. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, alors qu'on a des algorithmes qui aggravent le phénomène, hein, parce que en fait, les algorithmes aiment les réactions négatives et très polarisées.
qui, en fait, parce que ça crée de l'engagement, les algorithmes font ça et derrière les gens disent mais attendez, vous devriez vous positionner. Et en fait, ne pas se positionner, même quand tu es une personnalité publique, rester silencieux, en fait, tu as une injonction derrière à ça, et où en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont matrixés par les réseaux sociaux, et eux-mêmes, en fait, se sentent obligés d'être le relais et de dire, en fait, nourris l'algorithme, quoi. L'algorithme exige, l'algorithme demande, il faut que tu fasses ton offrande à l'algorithme toi aussi. Et ça, c'est complètement fou. Et ça me fait penser là, à une réaction d'Emmanuel Macron qui découvrait, on a l'impression, que deux et deux font quatre quand il a parlé là, récemment des réseaux sociaux. Et, Ah oui. et alors, bon, c'est totalement lunaire. Le pauvre, enfin, en plus, ce qu'il dit, enfin, bref, il dit un peu tout et n'importe quoi en même temps dedans. Et ce qu'il reproche aux réseaux sociaux, on peut les reprocher aux médias de la même façon. Bon, bref. Euh, pourquoi je disais ça? Oui, et en fait, tu as envie de dire, mais en fait, ce qui est bête, c'est de trouver les réseaux sociaux mauvais et d'y rester. En fait, tu as juste la solution, en fait, de dire, mais en fait, les gens sont libres d'y rester, mais aussi libres d'en partir. Et en fait, si tu vois que ça fait... En fait, tu es libre de ne pas réagir. Tu es libre de ne pas aller sur une plateforme qui appartient à une entreprise privée pour dire ce que tu penses des choses, en fait. Et tu n'as aucune injonction à ça. Et de croire qu'il y a une injonction où aujourd'hui tu dois le dire publiquement, en fait, c'est complètement fou. C'est avoir créé un devoir, une nécessité là où il n'y en a pas du tout. Mais ça témoigne du vide, je pense, spirituel de notre civilisation, de notre temps, où en fait les gens cherchent une reconnaissance, une appartenance, une influence, et donc se sentent obligés de participer à tout ça. Et c'est finalement une espèce de culte collectif auquel c'est un sacerdoce universel, quoi. C'est le sacerdoce des réseaux sociaux où tu vas faire ton offrande pour participer à cette culture qui finalement est totalement malade, et ça le démontre ou avec ce déversement de haine qu'il y a pu avoir ou de récupération calculée d'une indignation toute construite. En fait, c'est juste horrible, quoi, parce que derrière, il y a une réalité d'un événement dramatique qui s'est passé. Et c'est horrible de le manipuler, quoi. Tu rajoutes de l'horreur à l'horreur. Mm. Et je pense que ça nous amène à un autre point qu'on voulait aborder ensemble, Matt. C'est, on a déjà parlé plusieurs fois du totalitarisme soft dans Memento Mori. Là, on voit qu'on est passé en fait, il y a une espèce de continuité entre un espèce de totalitarisme soft qui se produit quand on va criminaliser la pensée d'autres personnes qui pensent pas, qui sont pas dans le même camp que nous, jusqu'au passage à l'acte où en fait tu avais un acte là qui était un acte poussé par un totalitarisme politique. Et en fait, je trouve ça intéressant de réfléchir au lien entre le totalitarisme soft et l'acte, l'assassinat politique, qui est un acte de totalitariste. Oui. En fait, ça n'existe pas le totalitarisme soft, dans le sens où on ne peut pas penser que ceux qui veulent faire taire certains se contenteront juste de les écarter du discours public. Le totalitarisme soft, alors, chez nous, comment il se manifeste? Il se manifeste en disant à certains, tu n'as pas le droit de penser ça ou de dire ça. Et donc, on va t'ostraciser. On va te criminaliser, ou on va te nazifier. Te nazifier, ou alors on va te faire passer pour fou, enfin, tu vois, un truc thérapeutique. Enfin bref, on va chercher à te faire taire. De
le totalitarisme, il peut pas si il a un télos. Le télos, c'est le triomphe. Un totalitarisme, il peut pas se dire, il peut pas se contenter d'un statu quo. C'est genre tant que tu ne te tais pas, on veut te faire taire. Ça, c'est vraiment le truc, on veut te faire taire. Et donc, ça reste soft un moment, mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Si ça marche pas, on va employer des moyens plus forts. Et 3, on voit en fait que le climat et que la culture qu'engendre le totalitarisme soft nourrit la violence. En fait, même si alors je sais pas, peut-être certains se sont réjouis, tu vois, de la mort de Charlie Kirk. Je sais pas si certains le souhaitaient, peut-être. On vit dans un monde noir, donc j'imagine que oui. Mais en tout cas, je sais. Alors, à part si on parle d'agenda caché, de trucs politiques plus sombres, et ça aussi c'est possible, tu vois, il n'y a rien qui m'étonnerait. Mais même s'il y avait rien de tout ça, en fait, on peut pas s'attendre à ce que notre culture de totalitarisme soft ne nourrisse chez certains des accès de violence. En fait, certains vont se dire, mais en fait, on est trop soft. On peut pas se contenter de le boycotter. On peut pas se contenter de ne pas l'inviter. On ne peut pas se contenter de le dénoncer. On doit le faire taire à tout prix. Et en fait, c'est ça qu'engendre le totalitarisme soft. Et c'est d'ailleurs un des ressorts, c'est-à-dire de laisser à la vindicte populaire le soin de faire taire nos ennemis. Et donc, c'est pas une pression étatique, c'est une pression sociale. Mais bon, il faut bien se rendre compte que dans l'eau, il y en a qui sont plus ou moins intelligents et plus ou moins violents. Et donc, en fait, il suffit d'un mec dans l'eau qui est pas soft pour qu'on sombre, en fait. Et ça, c'est une culture qui est créée. C'est-à-dire, quand on arrive à dire c'est OK de faire taire certains, c'est OK que certains n'aient pas le droit de parler, et ben le à tout prix va arriver dans la bouche et dans les yeux et dans les mains de certains assez vite, quoi. Ouais. Mais je pense que lui, il était que Charlie Kirk était vraiment lui dans cette guerre-là contre le totalitarisme soft qui a où tu as une emprise dans les milieux universitaires, notamment aux États-Unis, où il y a dans toutes les sciences, notamment sciences sociales, histoire, sciences politiques, etc., où tu as, là-bas, c'est le wokisme qui a pris vraiment un peu le monopole de la dialectique vraiment dans l'université, et avec cette idée de criminaliser la pensée contradictoire, de nazifier l'autre, de lui dire que c'est un fasciste d'extrême droite, etc., s'il ne suit pas la doxa qui est présentée. Et lui, son discours, c'était de dire, mais attendez, on est en train, avec cette pression culturelle-là, en fait, il y en a plein qui ne sont pas d'accord, mais qui n'osent pas le dire, parce qu'au niveau de la dialectique, ils se font avoir, mais en fait, il faut débattre pour démontrer les contradictions qu'il y a dans ces raisonnements-là, et qu'en fait, on a le droit de pas être, de croire qu'il y a juste deux sexes, et ne pas être pour autant un nazi, quoi. Mais c'est vrai que quand tu as criminalisé l'autre et que en fait tu fais tout pour le faire taire, en fait si l'autre est un nazi, j'avais entendu une réflexion comme ça qui était tout à fait juste, en fait, en disant, mais si l'autre c'est un nazi qui est dangereux, en fait, si demain tu as l'occasion de tuer Hitler, en fait, tu le tues, Hitler, parce que tu dis cet homme est responsable de la mort de je ne sais pas combien de personnes. Et si tu as réussi à mettre dans la tête des gens que Charlie Kirk égale Hitler, et qu'en fait, si tu avais eu l'occasion de tuer Hitler au début de la guerre, avant qu'il prenne le pouvoir, en fait, tu aurais sauvé des millions de vies. En fait, tu as des gens
qui croient vraiment ça, et du coup, jusqu'à ce qu'il y ait un déséquilibré, justement, qui passe à l'action et qui le fasse. Donc, pour moi, je te rejoins complètement, il y a une responsabilité quand tu déshumanises, que tu diabolises celui qui n'est pas d'accord avec toi, et que tu as décrété sa mort sociale. Finalement, en fait, la mort physique n'est que la continuité logique de ça, et en fait de dire, mais en fait, si ce gars mérite la mort, d'un point de vue social, en fait, bah, la mort physique est la seule garantie enfin, c'est la seule garantie qui te permet de dire qu'il ne continuera pas à faire du mal, quoi. Et donc, en fait, c'est quelque chose de très dangereux là-dedans. Et je pense que c'est un des points. Euh, c'est pour ça que je pense que ça fera date aussi, cette mort-là, c'est qu'on se rend compte que derrière une certaine pensée qui se retrouve à l'extrême gauche, qui se veut comme étant la militante de la tolérance, de l'inclusivité, qui a le monopole du bien, etc. Et ben en fait, quand il y a un de leur camp qui pète un plomb et qui va tuer, tu as tous ceux qui partagent la même ligne politique qui vont taper des deux mains sur les réseaux sociaux et se réjouir et danser là-dessus. Et là, tu te dis, ouh, ok. Et quelque part, il y a un côté positif à ça, c'est que ça démasque, ça lève le voile. Et je trouvais que la manière dont il était présenté dans les médias, où en fait quand tu dis Charlie Kirk, ce militant pro-Trump, ce qui est tout à fait vrai, et anti-avortement, anti-LGBT, anti-machin, anti-ceci, cela, a été tué pour voilà. En fait, le cadrage de l'information et la façon de présenter le mec, en fait, quand tu le déshumanises à ce point et que tu le présentes juste comme étant cette espèce d'ersatz d'un monde ancien, chrétien, fondamentaliste, qui a un discours de haine, bah, il s'est fait tuer. Ah bon, ok, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est pas si grave que ça. Et ça, c'est terrible. Et ça, Ouais. c'est encore la pensée totalitariste derrière qui est à l'œuvre, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ouais. Et je trouve peut-être un autre point aussi avant d'avancer, c'est je trouve que ça montre. Alors, il y a avec Charlie Kirk, il y avait on va y revenir, un mélange entre la politique et la foi chrétienne. Mais ce qui était transparent chez Charlie Kirk, c'est que ses positions politiques découlaient de ses convictions religieuses. Il ne le cachait pas. Et même mélanger en même temps discours politique et aussi vraiment Apologetique. discours d'évangélisation vraiment Ouais. chrétien, quand il défendait notamment sur des points sur l'avortement ou sur l'anthropologie, sur la question du genre, il en revenait vraiment à la Bible, à la vision du monde chrétienne et vraiment à l'annonce de l'évangile. Et, et en fait, je trouve que ce qui se passe, euh, on voit que en fait, ça révèle combien l'espace public occidental, euh, les universités, enfin les lieux où on est censé créer le savoir et la pensée critique, deviennent enfin ne supportent pas euh, les implications politiques, des implications politiques de la foi chrétienne, notamment sur les questions qui sont liées à l'éthique ou à la sexualité, et surtout quand elles sont présentées de manière publique. Et il y a une vraie intolérance à ça. Ça se voyait avec le mariage pour tous. Aussi à l'époque, où c'était vraiment présenté comme étant une bigoterie insupportable de l'Église. Et là, on voit que cette intolérance-là, elle va jusqu'au fait de vouloir même tuer la personne, quoi. Parce Mm. qu'il a été tué en tant qu'influenceur politique, mais je crois aussi, euh, ce n'est pas limité qu'à ça. C'est vraiment le personnage, ce chrétien qui est aussi un militant politique, quoi. Ouais, c'est ça, Donc, sa vision du monde. Et c'est là où euh, notre vision du monde inclut la politique. mm, Et, et c'est là où il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas à l'aise avec la question politique et la foi.
parce que justement, on ne réfléchit pas à la politique d'un point de vue chrétien. Et en fait, ça, c'est le triomphe du sécularisme, quoi. C'est de dire, Ouais. quand tu es en dehors de chez toi, tu es un citoyen, et quand tu es chez toi, tu es un chrétien, ou quand tu es à l'église, quoi. Mm. Alors que ta vision du monde, elle vient former, vient façonner toute ta vie, toutes tes opinions. Et ça pour le coup, le, c'est encore hyper présent aux États-Unis, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Hein. Pour le meilleur et le pire, c'est vrai. Et je pense que, enfin, c'est la suite de notre réflexion, c'est que justement cette mort, elle est pour moi, elle est plus qu'un simple fait divers. Il me semble qu'elle acte en fait la radicalisation et la polarisation qui est en train de se produire dans l'Occident et fait craindre le pire. En fait, quand tu as deux... Avant, il fut un temps où entre la droite et la gauche, je me souviens, enfin, c'était... ah ouais, ben, on va battre sur le SMIC qui doit être rehaussé de tant de pourcents. Ah non, il doit être rehaussé de tant de pourcents, etc. Et aujourd'hui, c'est d'une violence. Et tu as l'impression que la polarisation, les deux pôles sont de plus en plus éloignés l'un de l'autre, avec pas seulement des avis sur la gestion je sais pas, d'un budget ou d'aide, le taux d'aide sociale à accorder ou des choses comme ça qui sont débattues, mais ce sont des visions du monde, pour le coup, radicalement différentes. Et que ce qui se passe là, je trouve, avec la mort de Kirk, témoigne vraiment d'un effondrement d'un sens moral commun, partagé, euh, et acte qui a vraiment en fait deux camps qui se détestent. Et ces deux camps, on a du mal à voir comment est-ce qu'ils pourraient être réconciliés, tu vois, humainement. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ça. On a l'impression que avant, on était à l'intérieur d'un même cadre et on avait des niveaux Une même différents. civilisation avec son arrière-plan, tout à fait Exactement. judéo-chrétien, quoi. Là, on a deux mondes, on a deux Ouais, ouais. visions du monde qui sont Ouais. complètement différentes et qui veulent présenter deux mondes différents et que, euh, petit à petit, en fait, l'éclatement comme ça de la pensée a créé deux visions et que inéluctablement, en fait, tous les partis vont être absorbés par ces deux gros pôles qui, en fait, qui ressemblent assez aux États-Unis où tu as vraiment deux visions du monde différents avec des politiques qui sont complètement éloignées sur beaucoup de choses, enfin sur presque tout Ouais. en fait. Et c'est en fait ces deux visions du monde qui viennent après se décliner dans plusieurs aspects du politique et ça fracture la société. C'est-à-dire avant, plus personne en fait, je sais plus, pourtant il continue cette rhétorique, mais plus personne peut se targuer de rassembler la voix des Français ou de représenter les Français. Ou, on sait très bien que... et même si après, dans les faits, je sais pas si ça changera beaucoup, tu vois. Est-ce qu'ils ont autant de leviers que ça ? J'en sais rien. Après, il peut y avoir quand même des changements significatifs. Et on le voit, je pense qu'il y a assez de recul, même chez Trump, qui a son deuxième mandat, on a assez de recul pour voir. Mais en France, on verra. Et puis la distribution politique dans le pays est vraiment pas la même. Et puis en plus avec la politique territoriale en France, c'est un autre délire. Donc je sais pas, mais en tout cas au niveau du discours politique, c'est clair qu'on est sur une polarisation et qui vient alimenter encore une fois une polarisation de la société. Et c'est ça que moi je trouve le plus grave, c'est-à-dire qu'on veut rassembler tout le monde et en même temps on diabolise ceux qui pensent pas comme nous.
C'est Et ça. donc, on attise, le feu de l'autre, quoi. Ouais, ouais. Et soit tu arrives à prendre le pouvoir et à éteindre les autres, euh, soit c'est la guerre, quoi. Et je trouve que, effectivement, quand le cadre transcendant n'est plus là, quand il disparaît, que tu n'es plus une même civilisation avec un héritage commun, notamment pour l'Occident, c'était l'héritage judéo-chrétien, avec dedans, bon, certains qui étaient neutres, mais cette neutralité s'est muée en haine et en désir de déconstruction et de total affranchissement de ce cadre-là. En fait, les débats qui étaient vécus au sein d'un même cadre, maintenant, en fait, se transforment en une véritable guerre culturelle, où en fait, c'est plus des convictions différentes, mais c'est vraiment de la haine mutuelle. Chaque camp cela rend bien, hein, parce que vraiment, le camp d'en face est considéré comme étant en dehors du nouveau cadre, tu vois, de la vision du monde qui est différente, qui n'est pas partagée et qui te menace dans ta propre vision du monde, dans ta perspective sur l'avenir pour ton pays, ta famille. Et je connais quelqu'un qui a écrit un livre sur la vision du monde qui dit que c'est non seulement une paire de lunettes, mais aussi un logiciel et une carte, la vision du monde, n'est-ce pas? Ouais, Et en fait, voilà, et je recommande son livre d'ailleurs. Mais en fait, quand tu as cette vision du monde-là en face de toi et que tu te dis, mais en fait, on veut me faire voir le monde différemment, me pousser à vivre différemment et m'orienter dans le monde différemment, je ne veux pas de ça, tu te bats plus pour réfléchir à justement juste une question de ligne de budget dans le gouvernement du pays, tu te bats pour en fait des questions qui sont existentielles. Et tu le vois dans les débats politiques aujourd'hui, on va de plus en plus, et c'est une réalité de fait, vers un inconnu, une incertitude existentielle, et vers quel avenir va le pays, la civilisation, et à quoi elle va ressembler. Et derrière ça, tu as un vrai, ouais, une vraie angoisse qui est là, et je pense qu'il ne faut pas minimiser. T'en as qui fuient ça. J'ai discuté avec plusieurs jeunes, là, notamment de l'Église, et qui disaient qu'en fait, ils ne suivent jamais quoi que ce soit de politique, parce qu'ils disent en fait, dès que tu t'y intéresses, c'est juste angoissant, c'est le bazar, tu comprends rien, tu vois que c'est que des magouilles, que des machins, et en fait, eux préfèrent vivre dans l'ignorance totale. Bon, je pense que c'est propre à un âge aussi, mais que quand tu vieillis, ça devient de plus en plus difficile de faire abstraction de tout ça. Et cette abstraction ne veut pas dire que, en fait, tu ne vivras pas les conséquences des choix politiques qui seront faits, quoi. Ouais. Donc voilà. Si on poursuit. Poursuivons. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Soyons eschatologiques. Justement, l'engagement très politique de Charlie Kirk était aussi en même temps un engagement marqué spirituellement, religieusement. Et ça nous met mal à l'aise en tant que Français, parce que nous, on est biberonnés à la laïcité française, hein, au sécularisme, comme tu le rappelais, où on a appelé à séparer les deux. Et en face, aux États-Unis, on voit qu'il y a un élan très fort vers le nationalisme chrétien, avec un discours qui est, en fait, vu ce que propose la gauche aux États-Unis, en fait, on ne peut pas être juste neutre. On est obligé de s'engager. Et en fait, vaut mieux s'engager à droite, parce que la droite est plus conservatrice, a plus de marques d'héritage, de valeurs communes en lien avec le christianisme. Et la solution pour le bien de la société, ce serait que on vienne vers donc un nationalisme chrétien avec une religion d'État, avec en fait plus de neutralité de l'État, de devenir un pays chrétien. Donc c'est la vieille tentation du nationalisme, du théonomisme,
ou du constantinisme chrétien, donc c'est-à-dire où l'Église aurait le pouvoir de l'État. Pour nous, comment nous situer par rapport à tout ça? Quels sont les pièges à éviter en tant que chrétien, peut-être, et aussi en tant qu'Église? Comment est-ce qu'on peut voilà, un petit peu se situer par rapport à ça? Je pense que je pense qu'on C'est la question la plus chaude, hein. C'est la question la plus Ouais. délicate. Mais moi, je vais botter en La touche. relation Mais, politique et religion. mais je pense qu'on fera un épisode là-dessus. Si la question vous intéresse, allez sur le site de nos frères là, parlafoi.fr. Ils ont des bonnes ressources là-dessus et qui provoquent la réflexion, je sais pas comment on dit, qui poussent à la réflexion, qui nourrissent la réflexion, qui suscitent la réflexion. Mais je pense que avec les élections qui s'approchent, on va avoir plusieurs épisodes sur la politique. Je pense qu'on fera un épisode sur le nationalisme chrétien, justement. Je pense qu'on peut avoir une vision plus fine que de dire que l'Église, avoir une Église d'État ou que l'Église a le pouvoir. On peut par exemple, réfléchir. On peut considérer que les institutions de pouvoir soient alignées avec les valeurs chrétiennes, on va dire, sans que ce soit l'Église en elle-même qui ait le pouvoir, par exemple. Tu vois. Mais on pourrait dire que... c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans des pays où on ne parle pas de nationalisme chrétien, même si certains l'appellent de leur vœu, là, aux États-Unis, mais tu as quand même des gens qui sont haut placés et qui se revendiquent, enfin très haut placés, qui se revendiquent chrétiens, et leur choix politique est nourri, orienté par leur foi personnelle. Encore heureux. Alors, encore heureux. Mais tu vois, on n'est pas dans un nationalisme chrétien, mais on n'est pas dans un truc séculier où il y a une séparation entre ta foi et ta responsabilité politique. Donc, moi, je dirais réservons cette discussion à plus tard. Mais toujours est-il, aujourd'hui, je pense, ce qu'on peut dire par rapport à Charlie Kirk en particulier, c'est redire que nos convictions viennent de notre vision du monde. Et que tout ce que l'on dit trahit ou révèle notre vision du monde. Et ça, en fait, c'est rendu manifeste avec Charlie Kirk, mais c'est rendu manifeste de l'autre côté, quoi, dans les autres camps. Et je pense qu'en fait, les gens, en fait, ils le savent. Moi, je sais qu'il y a des parents d'élèves à qui on parle qui sont de confession musulmane et qui nous disent, tu vois, clairement, ah ben ça, on peut parler de ça avec vous, tu vois, avec nous, les chrétiens, quoi. Parce qu'en fait, même si notre vision du monde est complètement différente, il y a des points de contact. Et en fait, ils reconnaissent qu'il y a certaines choses dont ils peuvent parler avec nous qu'ils ne peuvent pas parler ou plus difficilement avec d'autres. Et donc, en fait, je pense que chacun, c'est un moment un peu où on peut se réveiller et chacun doit assumer sa vision du monde et de dire, en fait, on ne pense pas la même chose d'un point de vue politique parce qu'on ne pense pas la même chose de ce qu'est l'homme, ce qu'est le monde, etc. Tu vois. Et donc l'essentialisation du débat politique, pour moi, il révèle que les visions du monde sont différentes et donc on ne peut pas parler en dehors de notre vision du monde. Donc ce qu'on nous reproche, en fait, depuis longtemps, ah mais toi tu dis ça parce que t'es chrétien, etc. Je trouve que oui, pour nous c'est une bonne chose parce que justement c'est le moment où on peut dire oui, je dis ça parce que je suis chrétien. Et donc
c'est là où la foi chrétienne peut avoir quelque chose de distinct dans le discours. Je ne parle pas de discours public, mais en tout cas de conversation tu vois, citoyenne. Après, je pense que un piège à éviter, je dirais juste ça pour cette fois, mais un piège à éviter, en tout cas pour l'instant, c'est d'ajouter à la foi quelque chose qui lui est étranger et de pouvoir arriver à nier la liberté chrétienne en disant des trucs comme ah, on peut pas être chrétien et penser que, on peut pas être chrétien et dire que. Et c'est là en fait la tentation qu'il y aura de plus en plus et que l'on voit aux États-Unis et qu'on verra en France avec la polarisation. En fait, chaque camp va dire de l'autre, on peut pas être chrétien et penser que. Et là, et le danger va être très grand que dans l'Église, on voit la même fracturation qu'on voit dans la société. Et où c'est plus l'Évangile qui va nous unir et nous définir, mais c'est la position politique. Et ça c'est absolument terrible. C'est absolument terrible pour l'Église, pour le témoignage. Et donc on doit faire très très attention à ça. Tout ce qui rajouterait quelque chose à l'évangile. Je vais dans ton sens, bien entendu. Et je pense qu'il faut qu'effectivement la question du nationalisme chrétien, ou même, on devrait même dire des théonomismes, en fait, il y a tout un spectre avec des positions différentes, des positions les plus rigides où il faut restaurer la royauté de droit divin et imposer la loi mosaïque à tous, jusqu'à ceux qui veulent simplement vivre dans un pays dont les lois sont conformes à leurs convictions chrétiennes. Tu vois, il y a vraiment tout un spectre qui est dedans, mais qui a, je pense, ce qui devrait être le minimum de tous les chrétiens en réalité. Dire, si on considère que Dieu est que Jésus est Seigneur. C'est ça, c'est la question de la Seigneurie de Christ. Je pense qu'il se joue derrière d'une juste compréhension de la Seigneurie de Christ et qui est vraiment en lien avec notre vision du monde. Mais je pense qu'il y a le piège de quelque part la conquête du pouvoir, que l'Église veuille en fait avoir le pouvoir de l'épée, alors que c'est pas à elle que Dieu a donné ce pouvoir-là. Et de l'autre côté, le piège du retrait apolitique total en disant nous ne sommes pas du monde et simplement on prie, on évangélise. Et en fait, c'est un refus de responsabilité aussi du fait que nous sommes dans le monde et que l'évangile n'est pas un message qui est privé et qui a des conséquences publiques avec des implications personnelles et sociales. Parce que justement, c'est là la Seigneurie de Christ, c'est que Jésus est le roi des rois. Des rois de la terre. Et sa seigneurie entre nécessairement en tension entre son royaume et ceux de ce monde. Et donc les royaumes du monde ont des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu. Les hommes politiques ont des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu, des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, si on aime nos prochains, on doit chercher la justice pour la société et aspirer à ce que les lois de la société se rapprochent des valeurs de l'évangile et de la loi morale de Dieu. Donc c'est normal que le chrétien veuille dans la société s'investir pour protéger la vie, pour défendre la liberté, promouvoir la charité vis-à-vis de son prochain, etc. Mais je pense que c'est différent d'avoir une ambition comment dire, politicienne derrière, qu'on peut avoir en tant que chrétien. Mais là, je parle plutôt à l'échelle de l'Église. Et pour moi, de garder la distinction entre de comprendre que
quelle est la mission de l'Église en tant qu'Église sur terre, et quelle est la mission que Dieu donne à l'État. Ça nous aide aussi à se rappeler que ce ne sont pas les mêmes et qu'on ne peut pas se substituer, il me semble, à l'État. C'est pas la mission de l'Église. Et si on réduit la foi à une identité ou une idéologie politique, bah là, en fait, on va venir finalement créer un amalgame. Et je pense que ce que tu disais était très important, où en fait, l'évangile est avant avant la politique. Avant la politique, parce que en fait, si tu dis l'évangile est plus de droite ou de gauche, c'est tu mets en rapport l'évangile à la politique. Tu l'évalues par rapport à l'idéologie politique. Alors que l'évangile précède ça. Et notre première identité, notre seule et unique allégeance, elle est à Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, on doit comprendre que de l'évangile découlent des valeurs, découlent des principes que tu vas retrouver en étant défendus des fois par tous les partis politiques et des fois plus par l'un ou par l'autre, etc. Et donc tu auras un engagement politique peut-être différent entre différents chrétiens. Mais se rappeler que ces valeurs qui découlent de l'évangile, quand bien même elles sont défendues par des partis politiques, quand elles sont coupées de leur source, qui est l'évangile, elles finiront par être dévoyées. Elles finiront par être dévoyées par le péché et par l'homme et par ceux qui les défendent. Donc il ne faut pas confondre l'évangile avec notre identité politique, quoi. D'abord, nous sommes chrétiens, d'abord nous appartenons à Christ, notre allégeance est à Christ et nous devons associer, on ne peut pas avoir deux maîtres et on ne peut avoir qu'un seul maître qui est Jésus-Christ, et en partant de là, se dire comment servir Jésus-Christ dans le monde avec les responsabilités qu'il m'a données. Il me semble que c'est le bon point de départ à avoir, quoi. Je mets en lien je mets en lien la conférence de Liman là en juin dernier, qui avait fait justement Oui. un message sur comment bien gérer les désaccords politiques au sein de l'Église, et qui faisait une distinction entre les lignes droites et les zigzags. Je ne sais pas si tu te souviens, il disait Oui, tout à fait, ouais. Il y a des choses qui sont des lignes droites, c'est-à-dire qui découlent directement de l'Évangile, et d'autres choses qui sont plutôt des zigzags et qui sont des implications secondaires. Et donc il y a des choses en fait où si on touche à ça, on est en train de toucher quelque part à l'évangile, à l'enseignement biblique de façon tellement claire. Voilà. Je pense à l'avortement, il n'y a pas de question. Je pense au mariage, il n'y a pas de question. Je pense à l'euthanasie, il n'y a pas de question. On parle de politique d'immigration. Là, on est dans du zigzag, quoi. Tout à fait. Et en fait, si on met tout sur le même plan, on a du mal à discerner. Donc, on met ça en lien. Regardez, ça dure 40 minutes. Et c'est un bon début sur comment on vit ensemble. D'autant plus que Jonathan Leeman, jusqu'à il y a 5 ans, je crois, il a été pendant 20 ans dans l'église avec Mark Dever, là, à Washington. Et c'est une église qui n'est pas politique, dans le sens où les pasteurs se gardent bien à la fois de trahir leurs convictions personnelles ou d'aller dans un sens ou l'autre, mais c'est une église qui est extrêmement politisée, dans le sens où les membres travaillent pour la plupart dans des postes liés au gouvernement ou dans le gouvernement, et donc vous vous doutez bien qu'à chaque fois que le gouvernement change, les membres de l'église ne changent pas forcément, et donc ça crée une église où il y a une grande mixité, très grande mixité, là où dans beaucoup d'églises il y a quand même une très grande homogénéité au niveau politique, ou une plus grande homogénéité du moins. Et donc c'est aussi beau d'avoir quelqu'un qui nous parle des désaccords politiques au sein de l'église, qui a été pendant 20 ans dans une église qui est au cœur de la politique internationale, et qui met l'évangile au centre. Moi j'ai été le témoin de ça. Moi quand je suis arrivé à Washington, je suis arrivé le 1er janvier à Washington, le 6 janvier
c'était la nomination de Trump. Donc on était en plein dans le truc, quoi. Avec les nouveaux gouvernements. Après, il y a eu Doge, les mecs qui sont fait virer. Enfin, c'était, voilà. Et de voir comment l'Église a géré ça, c'était vraiment édifiant. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'il y a une grande sagesse chez Liman et une expérience pastorale aussi qui est intéressante. C'est pas juste de la posture ou de l'idéologie. Il y a une approche pastorale derrière qui est importante. Exact. Ouais. Ouais. Et pour résumer peut-être ce que je voulais dire. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, tu m'as pas coupé. C'est ton podcast, tu sais. Il me semble que les chrétiens peuvent s'engager politiquement selon leur conscience et en conformité avec la vision du monde chrétienne. Mais que l'Église, elle, en tant qu'institution, ne doit jamais subordonner sa mission ou son identité aux ambitions des partis politiques. C'est pas notre rôle et l'Église, elle, et je pense qu'il faut distinguer le chrétien et la liberté du chrétien, donc la liberté qu'avait un Charlie Kirk. Et pour moi, c'est autre chose qu'un pasteur qui aurait donc un discours politique dans l'Église en disant voilà, en tant que chrétien, comment nous devons voter, comment nous devons nous positionner sur l'immigration, sur ceci, sur cela. Tout ce qui concerne justement ces lignes floues, où il y a des arbitrages qui sont complexes à avoir, où tu peux avoir des avis différents, comme sur le nombre d'immigrés auxquels tu veux ouvrir les portes, quelles conditions, etc., indépendamment de la question, des questions qui sont très claires là-dessus. Mais quand bien même, tu peux dire que nous sommes rappelés en tant que chrétiens ce qui découle notre avis sur des questions, des projets de loi, c'est une chose, mais s'attacher à un parti politique, tu vas associer ton identité chrétienne à une entité politique terrestre, alors que notre identité est céleste et n'est pas de ce monde et on appartient à un autre Seigneur. Il me semble que c'est une ligne aussi importante de garder nette. Et du coup, ça nous amène finalement à la question de l'apologétique culturelle, et nous en particulier avec Memento Mori, où on veut qu'il y ait cette implication des chrétiens dans la cité, notamment avec la question de la résistance culturelle. Comment ça... c'est quoi la distinction avec un engagement strictement politique, peut-être lié à un parti politique? Qu'est-ce que nous, on promeut avec la résistance culturelle? Je pense deux choses. Le cœur de notre apologétique, c'est l'évangile. Et donc, comme tu l'as dit, notre cri, c'est Jésus est Seigneur. C'est le résumé de notre vision du monde, c'est le cœur de notre apologétique. Et donc, c'est sous son règne, c'est son autorité qu'on promeut. Et donc, la victoire à laquelle on aspire, c'est celle qui a été remportée à la croix. Et donc, c'est ça. C'est pas juste la victoire d'un camp politique. Exactement. Notre engagement, il est d'abord dans l'annonce de l'évangile plutôt que dans l'établissement de quelque chose, même si cette chose est bonne en fait. Moi, je suis pour qu'on ait des lois qui soient plus justes. Je suis pour qu'on ait des politiques qui soient alignées avec des valeurs bibliques, avec la vision du monde chrétienne. Mais l'évangile passera toujours avant. Et la mission de l'Église, c'est l'annonce de l'évangile. C'est la formation des disciples. C'est d'annoncer la Seigneurie de Christ, d'annoncer sa grâce et son jugement. Et ça transcende le politique, parce que le politique est passager. Et donc, en fait, le politique est de l'ordre du... comment on appelle ça, de l'intendance. C'est-à-dire le politique est une forme d'intendance d'un monde qui va disparaître. Et puis, notre eschatologie, dire, on ne place pas notre espérance dans
ni dans le progrès, ni dans la technologie, Mhm. ni dans la politique. On la place en Christ. Ouais. Et donc, Ouais, en ouais. fait, l'espoir l'espoir qui nous meut et qu'on annonce, c'est Christ. Euh, et donc, c- même si le, même si le chrétien peut être engagé politiquement, euh, et il l'est, en fait, il l'est plus ou moins, mais il est toujours un peu. En fait, il aura Mhm. toujours un avis, qu'il l'exprime ou pas, et que ça a un impact ou pas sur ceux qui l'entourent, il aura toujours un avis. Mais avant tout, il est un chrétien. Euh, et sa manière de vivre, euh, plus que ses choix politiques, vont dire quelque chose de son allégeance. Et donc Mhm. en fait, si les gens nous regardant euh, nous prêtent allégeance d'abord à un parti plutôt qu'au Seigneur, là c'est pas possible, quoi. C'est pas Mhm. possible. Et s'il y a une confusion telle qu'on pense qu'être chrétien, c'est être de tel ou tel parti, Ouais, c'est de droite ou de gauche. en fait, là, c'est foutu aussi, quoi. C'est Mhm. foutu parce qu'on inféode l'évangile à une C'est ça. pensée humaine. Et ça, c'est terrible. Ouais, ouais, c'est terrible. Euh, et moi, j'avais trouvé la réponse de Charlie Kirk euh, quelques jours avant sa mort. On lui avait dit pourquoi vous voulez qu'on se souvienne de vous. Il avait dit pour le courage de ma foi. Et ça, j'avais dit, mais Hmm. c'est la réponse que je voudrais donner moi aussi, quoi. C'est la mienne. Hmm. Et je pense que l'évangile ne nous pousse pas à, à- ne nous pousse pas à moins que du courage, c'est ça, dans la culture, mais à bien plus que ça. Hmm. C'est pas juste à prendre position sur des sujets éthiques qu'on est quand on est dans la résistance culturelle dont on parle. Nous, dans le sens où euh, on n'est pas là juste pour condamner le mal et dire c'est bon, on a fait notre job, on est contre. Tu vois, on n'est pas juste dans une posture d'être contre quelque chose. Nous, notre première allégeance, elle est au royaume de Dieu et notre appartenance, elle est au peuple de Dieu, à l'Église avant tout. Et donc, on est chrétien avant d'être de droite ou de gauche. Et résister, c'est affirmer ça publiquement. C'est dire, non, Hmm. non, moi je ne suis pas de droite, je ne suis pas de gauche, moi je suis chrétien. Et je suis un disciple de Jésus, et ce qui me pousse à dire ce que je dis, ce n'est pas un avis politique, c'est quelque chose qui exprime ma foi en la Seigneurie de Jésus, et je crois ça parce que la Bible le dit. Euh, et c'est ma conviction profonde. Et donc, notre but n'est pas juste de prendre position publiquement sur des sujets politiques, mais d'appeler tous les hommes, quel que soit leur camp politique, quand même tu discutes avec ton voisin et qui dit ah ouais mais moi je suis d'accord avec toi sur l'avortement ou sur machin et tout ça, ben, tu peux pas dire que tu es dans le même camp. Tu vois, tu dois l'appeler lui aussi à la foi en Jésus et à la repentance. Et notre but, c'est que cette personne soit sauvée et que elle rencontre Jésus. Parce que d'être politiquement conforme à tes convictions à toi, bah, en fait, c'est pas ça ton but. C'est pas de la convaincre politiquement. Ton but, c'est de lui témoigner de la Seigneurie de Jésus, de lui témoigner de la grâce qui lui est offerte par la croix et d'appeler cette personne-là à se tourner vers Jésus. Et c'est en ça où on résiste aussi à la séduction de la compromission avec le politique ou avec l'éthique ou de réduire l'évangile à simplement une morale. Non, non, en fait, c'est bien plus que ça. Et en fait, le témoignage de l'évangile euh, euh, est là, et le but de notre mission, de notre témoignage en tant que chrétien et de notre engagement dans tout ce qu'on fait. Et en fait, il faut bien se rappeler que si on aspire à une transformation culturelle dans notre pays et qu'on voudrait qu'il revienne vers plus de valeurs qui sont chrétiennes, en fait, il faut se rappeler que la transformation culturelle suit la repentance et la foi, jamais l'inverse.
Et c'est pas en transformant culturellement le pays qui va aller à la repentance et à la foi. C'est en se tournant vers Christ qu'on va voir des personnes vivre d'une manière conforme à l'évangile. Et donc adhérer à la vision du monde chrétienne. Et donc je pense qu'il faut résister, c'est aussi résister intellectuellement à cette tentation-là, cette séduction-là, quand on voit dans un camp politique ou un autre, on va dire ah, c'est ça, ce sont eux nos messies, quoi. Et de s'ajouter un nouveau messie en disant bah, le jour où eux seront au pouvoir, ce sera la fin de tous nos problèmes et enfin on vivra comme on est censé vivre dans le monde. C'est là encore une vanité sous le soleil. Excellent. Ouais. Et peut-être qu'on peut rapidement conclure, Matt, Oui. en revenant à Charlie Kirk plus personnellement. Comment sa mort doit nous pousser à vivre Memento Mori. Il y a eu tout un débat à savoir est-ce que Charlie Kirk était un martyr. Donc à savoir est-ce que Charlie Kirk... Enfin, cette question, on pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'il était chrétien? Et la deuxième, c'est est-ce que il est mort à cause de sa foi? Et sans répondre à la question, en fait, le courage de ses convictions devrait nous rendre humbles et nous encourager à être prêts à payer le prix pour ce que nous savons être juste. Et là, on parle beaucoup, nous, de vérité dans un monde de mensonges. Et de dire, est-ce qu'on est prêt, nous aussi, à payer le prix pour continuer à proclamer la vérité dans un monde de mensonges? C'est ça. Et je crois que voilà, il y a une forme de courage, et tu l'as dit dans ce qu'il a dit quelques jours avant sa mort, d'avoir le courage de ma foi. Il y a une invitation au courage et de pas plier face à la pression, c'est-à-dire ne pas adhérer ou promouvoir le mensonge parce que ce serait plus confortable ou plus facile. Et en fait, qu'est-ce qui nous aide à ça? C'est bien sûr le modèle de ceux qui nous ont précédés, mais c'est aussi ce qui nous attend quand on lit Hébreux 11 et quand on lit toutes les souffrances de ceux dont le monde n'était pas digne, qui ont été sciés, torturés, etc., qui ont salué de loin les promesses sans les avoir vues, et qui attendent aussi, qui attendent pour hériter de ces promesses, qui attendent que nous, on les rejoigne. On est entouré d'une nuée de témoins, et la nuée de témoins dont tu parles au début du chapitre 12, c'est tous ceux qui sont morts, soit dans la foi tout simplement, soit en martyr. Et dire ça, c'est ça qui nous motive après au chapitre 12 à nous détourner du péché et à nous accrocher à la foi. C'est ça qui nous fait tourner les yeux en fait vers la cité céleste, et qui nourrit aussi notre combat contre le péché. Ouais, je pense que oui, il était un exemple en fait de courage et un exemple du fait en fait finalement de 1 Pierre qui rappelle que on a beaucoup parlé qu'en fait on doit assumer qu'on sera persécuté pour notre foi, et dans la mesure où lui défendait ses positions en argumentant à partir de la Bible, en fait, c'était pas dans son argumentation sur ses positions politiques, il partait toujours en fait, de sa foi chrétienne et non pas du petit manifeste du parti des Républicains. Lui-même a voulu assumer de défendre publiquement ses convictions à cause de sa foi. Et je pense que c'est un exemple pour nous
et un rappel que en fait, il faut qu'on soit courageux, qu'on va être nécessairement euh, aussi. En fait, le totalitarisme soft n'a pas été inventé suite au stalinisme. Hein. Le totalitarisme soft, il est vieux comme, comme le monde. Il est là depuis la chute. Et de vouloir criminaliser et interdire les autres de penser, d'avoir un avis différent, c'est quelque chose qui a toujours été là. Et notamment, d'autant plus quand ces pensées-là se veulent conformes à celles de Dieu. Euh, et je pense que, en fait, Kirk est un exemple vraiment à ce niveau-là, de dire, en fait, moi j'assume que vous allez me traiter de nazi, de voilà, mais vous ne me ferez pas taire. Et je dirai la vérité, et c'est Solzhenitsyn, il disait que, en fait, de ne pas dire la vérité, c'est déjà participer au mensonge, et en fait de refuser le mensonge et d'avoir le courage de dire ce que tu crois. Je trouve que en ça, c'est un exemple, et ça nous rappelle que, en fait, on est témoin, non pas nous d'un parti politique ou d'un pouvoir politique, mais témoin d'un Christ qui est déjà vainqueur, d'un Christ qui reviendra. Et à cause de ça, on peut avoir du courage parce que la victoire a déjà été remportée et on n'a pas à craindre les nations. Euh, mais il peut y avoir un prix à payer. Lui, il l'a payé de sa vie. Et je peux pas ne pas mentionner, j'avais trouvé ça. Il y a deux trucs qui m'ont frappé quand il y a eu la cérémonie là en hommage à ses obsèques. C'est le discours de son épouse, notamment le fait qu'elle dise qu'elle pardonnait à l'homme parce que c'est ce que Jésus lui demandait de faire, et qu'elle était convaincue que Charlie lui aurait pardonné aussi. Euh, et derrière, il y avait une réaction, je me souviens, dans une émission, là, C'est dans l'air, là, d'une journaliste qui disait ça m'a fait penser à un rassemblement nazi. Je disais, les mecs n'ont aucune limite, aucune décence. Non, mais tu sais, tu te dis, mais t'as envie de l'obliger à aller visiter tous les camps de concentration et de se taper Mein Kampf et tous les discours pour lui dire maintenant répète ce que tu viens de dire. C'est horrible. Ça. Et deuxième truc, c'est Chris Tomlin, je crois, qui a chanté le cantique qu'on chante en français là, au-dessus de tout. Ah oui, au-dessus des Ouais, puissants, above au-dessus des all, ouais, rois, et c'est ça. ouais. Et je Devant l'ai tous les entendu rois, dans une, les ouais, puissants. c'est ça, dans une interview suite aux obsèques où en fait il disait bon, il a chanté ce chant des milliers de fois dans le monde entier, et il disait, et là il chantait et il dit littéralement, il y avait tous les représentants des grands partis politiques, des ministres du monde entier, des généraux. Il dit, il y avait Trump qui était là, il y avait tout ça. Et moi, je chantais Christ au-dessus de tous les trônes, de toutes les puissances. Et en fait, j'ai envie de dire que Dieu nous aide à faire comme Élisée, tu vois, à donner comme Élisée la vision, tu vois, de tous les trônes, de tous les chars qui sont dans le ciel, et en fait de la réalité du monde dans lequel on est, ce monde sur lequel Christ est au-dessus de tout, et c'est de ce Christ-là dont on est les témoins. C'est à lui qu'on appartient, et c'est lui qu'on doit servir dans ce monde, sachant qu'il reviendra bientôt. Et en fait, tout ce qu'on pourrait nous faire en nous tuant, alors sans dire, sans jouer à se faire peur, à dire qu'on est en danger, nous en tant que chrétiens, pas du tout, mais si la persécution arrive, en fait, tout ce qu'on peut te faire, tout ce que peut te faire la mort, c'est te faire rentrer dans sa présence. Et je sais que lui, euh, à partir de l'instant, la seconde où il est mort, il était dans la présence du Seigneur, et pour rien au monde, il aurait voulu revenir sur terre, quoi. Comme tous ceux qui sont morts et qui sont en Christ. Et que en fait tout ce qu'il a gagné, c'est d'être auprès du Seigneur, et c'est que sa course était terminée, quoi, tout simplement. Même si c'est horrible pour sa famille et pour les autres, mais je crois que Dieu peut aussi changer le mal en bien. Et, euh, et j'ai vu, alors bon, j'ai pas suivi parce que j'ai pas les réseaux sociaux et tout ça, mais j'ai vu j'ai vu quelques exemples en fait où il y a pendant sur les plein de facs, parce qu'il a vraiment créé un espèce de réveil aussi politique, et on prête à cœur que
aussi un poids important dans l'élection de Trump, notamment dans le vote chez les jeunes, où il a réussi à convertir, de ce point de vue-là, le vote républicain. Et en fait, il y a eu des rassemblements dans tout le pays de plein de jeunes, justement en mémoire à sa mort. Et il y avait des images de prédications qui étaient faites en disant, en fait, voilà quelle était la foi de Charlie Kirk et des gars qui prêchaient l'évangile. Et t'as eu, et je suis sûr qu'il y a eu, suite à ça, que Dieu a su utiliser cette horreur et ce mal pour amener à la foi et sauver plein de jeunes. Et ça, j'en suis convaincu. Et bien sûr qu'il y aura une confusion et que les politiques vont essayer d'amalgamer le truc et de récupérer. Ça, on ne se fait pas de doute là-dessus, on n'est pas naïf. Mais ça n'empêche pas au Seigneur de faire avancer son royaume. Et gloire à lui pour ça, quoi. Amen. Amen. Eh bien, écoute, merci Matt pour ces échanges riches. On espère que ça vous aura donné, ça fera écho à vous, à ce à quoi vous avez réfléchi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Bon, on imagine qu'il y a des gens qui ont des avis radicalement différents de nous et qui trouveront qu'on devrait être plus ceci ou plus cela. Si vous avez vous aussi ce vide en vous et que vous avez besoin publiquement de manifester, n'hésitez pas à le faire, grand bien vous fasse. Nous, on se retrouve pour notre prochain épisode. On va aborder un sujet quand même plus léger. Ça sera, quoique il risque de me mettre pas bien, ça sera de faire une petite analyse de la saison 2 de Bref. La série Bref, que vous connaissez tous, et on va essayer de l'analyser et de vous parler aussi justement de la masculinité qui est présentée dans Bref, et en lien avec tout ce qu'on a déjà fait par le passé sur le sujet. Bonne semaine. Bonne semaine, Raph. Partagez l'épisode, mettez un pouce, notez-le sur Spotify, Apple Tout Podcast, etc. Et on vous dit à la semaine bientôt. Oui, Allez, à prochaine. bientôt dans la semaine. Ciao. Ciao.